Bon après-midi à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans Fiscalité, Économie et nous. Nous sommes là pour ce énième numéro. Nous allons sans doute essayer de réfléchir en nouveau, mesdames, messieurs. Ça a toujours été un grand plaisir pour nous de vous savoir nombreux en train de nous suivre de partout où vous êtes, depuis Congo, Brazzaville, ainsi que dans toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Vous nous regardez aussi via Internet sur www.congomagna.net. Justement, c'est pour nous un grand plaisir de pouvoir, justement, mesdames, messieurs, réfléchir à nouveau autour d'une nouvelle thématique, un nouveau thème. Alors, ça sera avec notre invitée sur ce plateau, Madame Laurel Sosongo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, vous êtes comme ça, présidente de l'Espoir de la jeunesse féminine EJF en sigle. Alors, c'est pour nous un grand plaisir de vous recevoir ces plateaux. On va essayer de réfléchir dans notre émission Fiscalité, Économie et nous. Ici, nous traitons des thématiques liées dans chaque concept. Eh bien, nous allons essayer un peu de reculer un tout petit peu en arrière dans les années passées pour essayer de parler d'autres pays, parce que c'est les concepts, nous, qui intéressent ici, d'autant que la population doit pouvoir obtenir justement satisfaction par rapport à ce dont il s'est posé depuis longtemps comme question. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir en nouveau. Voilà. Mesdames, Messieurs, ici, il faudrait les dire qu'on va parler d'un thème très important. Quelle analyse, justement, faire de l'indépendance jusqu'à nos jours du point de vue économique, social et politique. Alors la RDC, il faudrait le dire qu'il a obtenu comme ça son indépendance, c'était le 30 juin 1960. Alors de 1960 jusqu'à ces jours, donc jusqu'en 2018, il faudrait le dire, 58 ans passé, alors qu'est retenir justement des indépendances? Est-ce que on peut dire qu'il y a eu des avancées? On pourrait dire qu'il y a eu justement des acquis. Est-ce qu'on peut déplorer? Est-ce qu'il y a des choses à dire qui n'ont pas marché? Justement, va être notre thème sur ces plateaux, et c'est avec notre invitée, Madame Laurel Sosongo. Alors, Madame Laurel Sosongo, notre thème qu'on vous trouvez déjà? Oui, c'est un bon thème parce que c'est l'actualité. Nous venons de fêter notre 58e anniversaire d'indépendance. C'est quand même important pour que nous puissions réfléchir sur ce thème, faire une petite évaluation par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Voilà, à ce que nous sommes en train de vivre. Alors, ça sera du point de vue économique, social et politique. Prenons d'abord économiquement. Est-ce que depuis qu'on a obtenu cette indépendance, depuis que nous sommes devenus la République démocratique du Congo, l'on peut dire économiquement, ben voilà, il y a des avancées dans notre pays. Et si oui, vous allez nous dire dans quel secteur économique l'on peut dire, ben voilà, il y a des avancées. Et sinon, économiquement, Madame Laurel, vous êtes quand même congolais, vous vivez ici, vous allez nous dire que non, voilà, il faudrait dire non parce qu'il y a eu ça qui n'a pas marché. On a été pressé peut-être d'obtenir cette indépendance, d'autant qu'économiquement, on a été faible, nous n'arrivons pas à faire ça, c'est ci, c'est là. C'est une question très pertinente parce que là, ça relève de la réalité. Voilà. Parler de l'indépendance, lorsqu'on voit le mot indépendance, ça fait allusion à l'autonomie. Voilà. Lorsque nous avions réclamé cette indépendance, cette autonomie, c'était par rapport aux circonstances que nos parents ont vécues à cette époque-là. Certaines personnes ont tendance à négliger ou à dire que ce n'était pas opportun à cette époque-là pour nous de déclarer cette indépendance. Là, il faudrait revivre encore ce que nos parents ont vécu. Donc, c'était un moment de calvaire pour eux. Il y a eu une certaine discrimination où on ne pourrait pas, en tant qu'humain, comprendre que des personnes semblables comme vous pourraient vivre ces moments de calvaire, de souffrance. Et c'est ce qui a motivé des élites de cette époque-là de verser leur sang, leur propre sang. Là, on parle des martyrs de l'indépendance pour que nous puissions avoir cette indépendance-là, pour que nous puissions avoir cette autonomie-là, pour que nous puissions vivre les minimums de vie.
qu'on devait avoir. Et pour cela, moi, je ne suis pas pour ceux-là qui disent que c'était un peu précoce parce que c'était aussi lié aux événements qu'ils vivaient à cette époque-là. Dire précoce aussi d'une manière intellectuelle, on peut aussi réfléchir sur ça. On peut réfléchir en disant que est-ce que nous étions préparés? C'est ça. Est-ce que nous étions préparés? Est-ce que, même si on donnait, on donnait du temps, est-ce que le Belge était aussi préparé à nous donner ce relève-là? Eux-mêmes, ils ne nous ont pas donné ça ils n'étaient pas contents de nous donner ça. Donc, ils ne nous ont pas aussi préparés pour la gestion. Voilà. Et là aussi, c'était de leur part aussi. Vous allez voir même les formations qu'il y avait avant. L'homme noir n'était pas vraiment destiné pour la gestion. Lui, il était là, il y avait l'homme blanc qui dirigeait et lui, il était là pour faire des petites choses, vous voyez, secrétariat et tout ça, c'était pas pour prendre la direction. Donc, eux aussi étaient arrivés de mauvaise foi pour que nous ne puissions pas avoir une formation qui pourrait nous amener un jour à réclamer cette indépendance. Mais comme c'était un vent qui venait de partout en Afrique, donc les élites qui avaient déjà compris que c'était vraiment, ils avaient déjà marre de comment est-ce que leur père était en train de vivre. Donc, c'était vraiment un moment pour eux pour qu'ils puissent réclamer cette indépendance-là. Donc, il faudrait, moi, je salue leur courage de s'élancer pour que nous puissions réclamer cette indépendance et puis pour que nous puissions l'avoir. Mais comment est-ce que nous l'avons reçue et comment est-ce que nous l'avons préservée? C'est ça peut-être là le plus grand problème. Pour nous, les Congolais, on n'avait pas vraiment compris à cette époque-là que ce que nous étions en train de vivre, c'était le fruit d'un travail, c'était le résultat d'un travail. On pouvait voir peut-être une administration bien faite, on pouvait voir une économie bien faite, on croyait que c'est normal, alors que c'était, comme j'ai dit, le fruit d'un travail fait. C'était un processus, donc il faudrait travailler pour que vous puissiez arriver à ce résultat-là. Et eux ont hérité ce travail-là, le fruit, le résultat, et ils n'ont pas pu entretenir cela. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions vivre cette différence avant l'indépendance. Après l'indépendance, ils sont un peu ténus parce que l'économie c'était les résultats de ce qui se faisait avant. Et lorsqu'on devrait nous approprier de ça, ça devenait encore un autre problème. Et c'est pour dire aujourd'hui que l'indépendance que nous pouvons parler aujourd'hui, là doit émaner maintenant de notre esprit, que nous devons être autonomes, produire pour nous-mêmes. S'il faut parler de l'économie, il faut comprendre aussi qu'il y a eu vraiment une expansion démographique énorme. Donc, en 1960, il y avait combien d'habitants ici à Kinshasa? Et maintenant, nous sommes à combien? Nous, l'élite congolaise, l'intellectuel congolais, n'a pas eu le temps de projeter l'avenir. Voilà. N'a pas eu le temps de travailler pour les générations futures. C'est ce qui fait que nous avons les bâtiments, nous avons hérité quelque chose où on n'a pas pu entretenir ça pour que nous puissions répondre aux besoins. Je vais simplement te poser une question par rapport à cette analyse dont tu viens d'effectuer maintenant. Par rapport à prévenir ou encore à préparer un avenir meilleur, et de par ce qu'on nous a légué, je veux te poser une question, Laurel. Voyez-vous pas que à l'époque où on avait arraché l'indépendance, on avait bien des entreprises qui évoluaient, on avait bien des sociétés, les parents travaillaient. Mais arrivé aujourd'hui, vous allez voir que toutes ces entreprises n'existent presque plus. Presque plus. Et il n'y a que la GECAMIN, justement, qui reste comme le véritable poumon de notre économie. Et en dehors de la GECAMIN, je ne sais pas s'il faudrait comparer avec d'autres secteurs où on pourrait dire, ben voilà, il y a des secteurs qui fonctionnent depuis la colonisation, après l'indépendance et tout. Donc nous vivons un changement total et nous vivons justement une carence assez intense d'entreprises qui est pendant que le blanc nous colonisait, donc hier pendant que le blanc nous colonisait, mais aujourd'hui, il n'y a presque plus ces entreprises-là. Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Est-ce que c'est le Congolais qui a mal géré son indépendance, ou on pourrait dire que, tu viens de dire tout à l'heure là, il n'est pas question de dire que non, c'était précoce d'arracher cette indépendance, ça a été quand même très bon de choses. Oui, nous savions tous, c'était un vent après Sénégal, on a vu les Congo, et tout pour ces problèmes de l'esclavagisme. Mais est-ce que l'on peut dire, si on ne faut pas utiliser le mot précoce, l'on peut dire on a été préparé de nous-mêmes
Est-ce que les Congolais n'ont pas pu être matures de son indépendance pour préserver tout ce dont il a bénéficié auprès de l'homme blanc et qu'aujourd'hui nous puissions vivre dans le vide? Là, je me dis que c'est la responsabilité de l'intellectuel congolais. Pourquoi je dis ça? Parce que à cette époque-là, il y avait peu d'intellectuels, mais qui ont pu gérer. J'ai dit qu'ils n'étaient pas vraiment bien préparés, mais aujourd'hui, il y a combien d'intellectuels où on peut dire, entre parenthèses, préparés? Parce que nous irons à l'université, il y a combien d'intellectuels, il y a combien de gradués, des licenciés qui sont lancés dans le marché chaque année? Il y a combien d'universités? S'il faut faire le total, tu vas voir qu'aujourd'hui, on aurait dû faire mieux qu'avant. Mais pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? J'avais dit que nous, les Congolais, nous ne sommes pas vraiment bien appropriés de cette indépendance-là. Ou bien on n'a pas encore bien compris que l'indépendance, cette autonomie, le développement de notre pays va passer par nous-mêmes. Vous allez voir que ces industries ont évolué, mais quels sont les résultats? Donc aujourd'hui, il n'y en a plus, mais on peut parler de l'azérianisation, on peut parler du pillage, mais au moins la gestion de l'intellectuel congolais. Comment nous avons pu gérer cela? Vous allez voir qu'on pourrait maintenir cela et puis voir, comme j'ai parlé de la projection, essayer un peu d'améliorer les conditions pour que nous puissions faire mieux. Mais là où on n'a pas pu faire vraiment beaucoup d'efforts pour que nous puissions améliorer, comme j'ai dit aussi, tenir compte de la croissance de la population pour que nous puissions créer des emplois pour la société. Vraiment, le développement de notre pays, l'économie de notre pays, moi je pense que ça doit partir de nous-mêmes. Ça doit partir de nous-mêmes. Aujourd'hui, lorsqu'on analyse l'économie congolaise, on a toujours tendance à lancer des appels pour dire que c'est l'extérieur qui ne fait pas de notre développement. Mais qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous faisons de nous-mêmes? S'il faut voir, comme je parle de la projection, aujourd'hui, hier, peut-être, même si on disait que ça a été précoce, l'indépendance, mais 58 ans après, combien de générations sont nées? 58 ans, c'est quand même trop. Donc il y a un enfant qui est né, qui aujourd'hui aura 58 ans, c'est presque déjà un papa. Mais on peut déjà être mature. 58 ans après l'indépendance, moi je crois dans la logique des choses, il faudrait dire que la personne ou encore l'homme doit atteindre une certaine maturité. Mais ce que l'on constate aujourd'hui, Laurel, s'il faudrait te ramener un tout petit peu toujours dans l'aspect économique, ce que l'on constate aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer certaines insuffisances de capacité dans beaucoup de choses. Pourquoi on n'a pas l'homme congolais qui est créatif? Lorsqu'on parle de l'économie, pour que nous puissions avoir une économie stable, on doit faire allusion à la production. Qu'est-ce que nous produisons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous produisons? Même s'il faut commencer dans ce qui est primaire, donc on peut voir l'agriculture. Est-ce que nous pensons qu'il y a un organe technique ou il y a une organisation technique qui peut imaginer ou bien qui peut faire des calculs exacts que nous sommes au nombre de combien ici à Kinshasa, sinon en RDC, s'il faut manger... Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit travailler au bureau aussi. Oui, si nous devons manger, il faut produire à peu près combien pour que nous puissions, ça puisse suffire pour la consommation interne et puis si possible vendre à l'extérieur. Donc lorsqu'on ne réfléchit pas sur la production, c'est là où tout est bloqué. Il faudrait d'abord commencer par produire pour que nous puissions avoir une économie stable. On a parlé sur la dédollarisation. C'est presque impossible parce qu'on ne produit rien. Tout vient de l'extérieur. Et alors, il faut acheter avec le dollar. Voilà comment est-ce que notre économie n'est pas stable par rapport à la production. Par rapport à la production, oui, continue. Si même par rapport à la production, notre pays, l'État, ne pourrait pas être capable. Est-ce qu'il ne pourrait pas essayer un peu de stimuler les privés qui peuvent investir dans ces domaines-là pour que nous puissions atteindre cela. Lorsque l'économie marche, lorsqu'il y a la production et la production répond aux besoins de la consommation et de la population, nous allons voir qu'il y aura une expansion positive par rapport à l'économie. À tout moment, nous avons cette habitude d'écouter coopération avec la Chine, coopération avec l'Union européenne, coopération avec la Corée, coopération. Toutes ces initiatives, ces choses se déroulent avec notre gouvernement et les différents pays du monde.
ils n'arrivent pas toujours à aborder la question de la production. Si il en manque, qu'est-ce qui en manque justement pour que le Congo puisse justement mettre en place une production aussi à grande échelle? Et on pourrait dire de l'expertise. Quand nous arrivons à coopérer, à quoi nous servent toutes ces coopérations-là? Et ça n'a jamais été à l'idée de pouvoir apporter de l'expertise dans chaque secteur qui en manquait justement de la production pour que nous atteignions aussi une très bonne économie. Ces initiatives-là, ça sert à quoi justement? Si les initiatives ne sont pas à négliger, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait une impulsion interne. Il faut que nous puissions avoir une vision de nous-mêmes, nous les Congolais, le peuple congolais, le gouvernement congolais. Nous puissions avoir déjà cette motivation en nous-mêmes. Nous pouvons avoir déjà ce que nous voulons atteindre. Les coopérations peuvent venir, mais est-ce que c'est dans quel domaine ça résout, si on pourrait calculer ça en pourcentage, c'est combien de pourcents par rapport aux besoins de la population. Donc moi je pense qu'on peut penser aussi à l'extérieur, n'est pas négliger cet aspect, mais plus vraiment nous en tant qu'indépendants. Je vois souvent, nous sommes très fiers en disant que nous sommes un pays indépendant, souverain et tout ça. Il serait mieux pour nous que nous puissions réfléchir sur notre développement nous-mêmes avant que nous puissions avoir l'apport extérieur, voilà, qui n'est pas aussi à négliger. Nous avons 3 aspects ici. Je pense que s'il faudrait réfléchir beaucoup encore tout dans l'aspect économique, on pourrait faire toute une année. Alors on va essayer de faire l'essentiel. Prenons d'abord l'aspect politique. Laurel, ce sont toujours dans le cadre d'essayer d'on va être le bilan de notre indépendance, des plus indépendances qu'à nos jours. Est-ce qu'on pourrait dire ce qui retarde l'homme congolais d'être productif et la gestion de l'homme politique? Aujourd'hui, là, moi je pense que les politiciens font leur travail. Mais quand j'ai parlé de la projection, du développement, nous devons avoir un plan de production, un plan de développement. Parler de développement durable. Lorsqu'on parle de développement durable, on voit les générations futures. Mais qu'est-ce que nous remarquons avec nos politiciens d'aujourd'hui? Eux ils ont plus un discours politique. Un discours politique, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème, ils veulent avoir des solutions conjoncturelles au lieu de donner des solutions structurelles. C'est-à-dire des solutions spontanées, qui ne durent pas, qui n'ont pas vraiment une étude bien faite. Donc, on dit aujourd'hui, bon, il y a peut-être un problème, il y a un manque de ciment peut-être. Bon, comment est-ce qu'on pourrait remédier à ce problème-là? Il y a quelque chose qui s'est fait de manière spontanée. On semble le résoudre alors que le fond du problème n'est pas encore résolu. Donc, le politique, aujourd'hui, certainement, ce sont eux qui gèrent la chose publique. Ils doivent avoir une vision un peu plus large. Aujourd'hui, nous sommes au moment des élections. Combien viennent avec des projets bien définis pour nous projeter le lendemain, comment ça sera? Ils se servent des réalités pour nous promettre qu'ils pourront faire mieux, alors que le problème qui se pose aujourd'hui, ce sont des problèmes très profonds. Voilà. Ce sont des problèmes très profonds. Lorsqu'on parle des emplois, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on aura des emplois, parce qu'il faudrait les créer, il faudrait des bâtiments, c'est vraiment, ça peut prendre du temps. Mais aujourd'hui, on nous laisse croire qu'aujourd'hui, s'il y a des choses changées aujourd'hui directement, on aura une évolution. Alors, il faudrait vraiment, là, avec les politiciens, penser vraiment comment est-ce qu'il pourrait avoir un programme qui pourrait nous relancer directement pour que nous puissions aller de l'avant. Parler de l'indépendance de la politique, je pense que nous sommes un pays indépendant, mais parce que nous avons des institutions qui nous gèrent, et ces institutions sont issues de nous-mêmes Congolais, mais nous ne pouvons pas nous égaler, donc dire que nous sommes un monde à part en dehors de toutes ces nations. Aujourd'hui, il y a l'interdépendance, vous avez parlé, il y a des coopérations, il y a des organisations internationales où nous sommes tous membres. Donc, bien que nous sommes indépendants, donc disons souverains, mais nous sommes liés les uns aux autres avec d'autres pays. Voilà. Alors, on va parler un peu, d'autant que l'actualité oblige, nous sommes pendant une période électorale. Vous avez parlé de chaque acteur politique qui aimerait bien aller déposer sa candidature à la députation. Il y aura même ceux qui vont aller le faire pour la présidence. On va faire une analyse avec toi, Laurel. Prenons 58 ans, de 1960
jusqu'à 2018, ce qui fait 58 ans. Alors, qu'est-ce qui prouve que cet homme politique qui va aller déposer sa candidature pour la députation pourrait faire de mieux par rapport à ce qu'on a vécu depuis 1960 jusqu'à 2018, que l'on cesse pour certains déplorer, disons qu'on n'a rien vu jusque-là du point de vue économique, politique ou qui suscite débat à tout moment. Vous allez voir celui qui dit c'est moi qui travaille mieux, quand on enlève l'autre, on met l'autre, voilà, lui d'ailleurs il était mieux que lui, c'est un peu ça, la routine à tout moment. Qu'est-ce qui prouve que non, ces gens-là qui essaient un peu de déposer leur candidature vont mieux faire. Alors, c'est une première question, toujours dans le même rythme. Comment on peut définir que c'est Lucie vraiment il peut faire quelque chose si on pouvait ensemble lui accorder cette opportunité de pouvoir être député demain et tout comme président de la République. Qu'est-ce qui nous garantit que les personnes que nous allons voter vont faire mieux? Voilà. Je n'ai pas vraiment assez de garanties, mais je pense que lorsqu'une personne est nouvellement élue... C'est lui qui a dirigé pendant 58 ans, avec tous ces temps-là, de pouvoir faire quelque chose. Mais, entre guillemets. Lorsque une personne est nouvellement élue, il fait de son effort pour qu'il puisse marquer aussi des points par rapport à sa gestion. Et surtout que ce sont des élections, ils viennent devant la population pour demander leur voix. Donc, c'est-à-dire qu'il vient avec un discours, avec un projet qui va motiver les personnes à voir que celui-ci est mieux que cela. Et puis, c'est partout au monde que ça se passe comme ça. Il y a des élections, il y a des moments où il faudrait renouveler des gens pour qu'ils puissent gérer la chose publique. Donc là, ça dépend, mieux gérer ou mal gérer, comme c'est de coutume qu'il faudrait qu'il y ait des élections, il faudrait que les personnes puissent renouveler leur confiance. Je pense que les personnes aussi évaluent par rapport à ce que vous avez dit l'autre fois lorsque vous êtes venu et ce qui s'est fait et puis après qu'est-ce que nous allons encore demander. Donc faisons confiance, mais surtout par rapport à notre discours, par rapport à ce que les personnes vont nous dire par rapport à leur vision. Vous aviez dit la deuxième question. La deuxième question, par rapport aux critères qu'il faudrait juger au préalable avant d'apporter ce soutien à ces différents candidats et tout. Qu'est-ce qu'on peut juger de là? Parce qu'il faut de le dire, apparemment les Congolais aiment l'essentiel. Aiment l'essentiel. Quelqu'un qui vient, qui vous dit quelque chose ou dans un optique un peu large, on essaie de déterminer, ben voilà, cela peut être positif pour les autres. On ne fût que d'écouter la personne, on veut que l'essentiel, on accorde son soutien à la personne. Là, je voulais lancer un appel de tous les deux côtés. Je parle d'abord par rapport aux candidats qui viennent, moi aussi je suis candidate, qui viennent solliciter... Voilà, vous êtes candidate pour la commune de Lingwala. Pour solliciter le voix pour être élu. Là, ça demande aussi le bon sens. Le bon sens, c'est que la politique, la gestion des choses publiques, c'est un apostolat. Il faut le faire avec le cœur. Parce qu'il ne faut pas le faire avec du sensationnel. Aujourd'hui, c'est facile de détecter qu'est-ce qui ne va pas, mais le problème, ce n'est pas seulement de détecter ce qui ne va pas, c'est d'apporter des solutions. Comment réfléchir pour apporter des solutions aux problèmes qui est en train de déranger la population? Là, vraiment, ça demande une réflexion très profonde. C'est ce que je venais de dire aujourd'hui. Lorsqu'on voit des politiciens, ce sont des discours politiciens. Donc, ils ne nous proposent pas comment est-ce que nous allons sortir de cela. C'est bien beau de dire que nous voulons une évolution, mais là, ce sont des discours. Lorsqu'on parle de la gestion, ce sont des chiffres. Lorsqu'on parle de l'évolution, ce sont les critères. Comment arriver là? Moi, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Et on voit que c'est faisable. C'est faisable. Il ne faut pas nous amener dans des utopies pour nous faire croire seulement que ça va aller. Il faut montrer à la population qu'aujourd'hui, là, le problème est profond. Le problème est profond par rapport à l'évolution de notre pays. Il faut voir les routes, il faut voir l'électricité, il faut voir l'eau, il faut voir la scolarité. Vraiment, le problème est très profond.
Et ce n'est pas du jour au lendemain que tout va changer. Et pour que nous puissions commencer quelque part, il faudrait qu'il y ait un programme. Il faudrait qu'il y ait un programme qui peut nous montrer à la population que ce n'est pas seul vous, candidats, ou bien les systèmes, la plateforme qui pouvait faire ça ensemble. Et nous puissions comprendre là où nous sommes pour qu'il y ait un point de départ, ensemble nous puissions aller de l'avant. Donc ne pas dire que c'est avec un coup de baguette magique que tout va changer. À la population aussi, montrer que on veut notre pays, nous voulons notre pays. Quelle est la part de la population aussi par rapport au développement? Parce que le développement, c'est pas lorsque vous êtes élu, on croit que tout c'est vous. Peut-être que vous voyez la saleté devant vous, vous voyez, nous avons élu nos peuples, regardez, nos élus sont là, regardez ce qui se passe et tout ça. Mais il faut voir à l'école, comment est-ce que nos élèves étudient aujourd'hui? La corruption, est-ce que ce sont les députés? Mais lorsque la personne arrive à la fin, qui n'a pas vraiment un niveau trop bas, on a tendance peut-être à parler, à faire croire que ce sont les dirigeants et tout ça, mais la base aussi a contribué. Les parents, vous avez envoyé votre enfant pendant 12 ans à l'école, je pense, première en 6e des humanités, mais un enfant qui sort qui prend son diplôme, qui ne maîtrise pas le français, alors que c'est chaque jour qu'on enseigne en français, et on écrit en français, mais comment on explique cela? Voilà. Parce que c'est pas le problème de tout le monde. Je préfère vous arrêter, vous demander de vous empêcher d'aller très loin, d'autant que c'est notre dernier aspect, l'aspect social, qu'on va essayer un peu d'attaquer, où on va voir aussi du point de vue éducationnel et pourquoi pas tous ces coins-là qui régissent un tout petit peu le quotidien de l'homme congolais. Alors prenons un exemple du point de vue social, parce que c'est notre dernier point. Hier, où on se disait qu'on était esclave, on dépendait justement de l'homme blanc, nos parents mangeaient quand même bien. Ils avaient accès à tout le poisson qui circulait sur la rivière congolaise et tout. Ils avaient accès à un bon repas, il faut le dire, ils mangeaient très bien, malgré qu'on a dit qu'on dépendait cette fois-là. Mais après l'indépendance, pourquoi l'homme congolais ne mange presque pas? Quand je dis presque pas, Lorraine, je fais allusion à ce qui se passe dans beaucoup de coins de la République, tout comme ici dans la ville de province de Kinshasa, où l'on connaît moi et toi. Il faut de faire un petit tour à Kimonteke, dans de petits marchés consomme. Vous allez voir toute une famille qui consomme ce qu'on appelle en Chuluba un piodi. Vous connaissez un piodi, non? Le Thompson, voilà. 2 Thompson, de petits là, pas trop. Un repas assez maigre pour toute une famille, mais on dit qu'on est indépendant. Ce qui fait un peu très mal qu'on essaie de voir hier qu'ils mangeaient très bien pendant qu'on dépendait. Là, le problème d'indépendance, je pense que on dit que nous sommes dans un pays riche, mais c'est un paradoxe parce que nous vivons, nous ne vivons pas en riche dans notre propre pays. Et là aussi, je parle aussi de la responsabilité des intellectuels congolais. Tout ce que nous avions, tout ce que nous avons ici en RDC, à quoi ça sert? Est-ce que nous mettons notre intelligence pour essayer de l'exploiter pour que ça puisse être au service de la population? Voilà. Donc, le problème, ce n'est pas d'être riche par rapport au monde où on dit souvent il y a des poissons qui vieillissent, voilà, et qui meurent peut-être. Mais aujourd'hui, là, quelle est son impact par rapport à la population? Il y a des problèmes très sérieux par rapport à ça, et je lance aussi un appel par rapport, comme j'ai dit, la responsabilité intellectuelle congolais, parce que c'est cet intellectuel qui a la capacité de réfléchir et puis d'apporter des solutions. Par rapport à ça, le gouvernement aussi doit tenir compte de ça. Si au moins le gouvernement ne pourrait pas avoir tous les moyens pour le faire, vous pourrez, j'ai bien dit, essayer de stimuler le secteur privé, essayer un peu d'alléger un peu de taxes, essayer un peu de mettre des conditions favorables pour que nous puissions exploiter ce que nous avons. Mais qu'est-ce qui se passe? Le contraire, c'est que nous sommes en train de déplorer. Chaque jour, on déplore, mais on ne trouve pas de solution. Chaque jour, on déplore. Vous voyez même... Mais qui est censé apporter soulagement?
Est-ce qu'on déplore? Oui, voilà, comme moi et toi, nous pouvons le dire là tout haut, ben voilà, nous ne mangeons pas, il y a ceci, cela qui ne marche presque pas, on veut une solution, mais qui est censé pouvoir justement répondre aux requêtes de Congolais? Ouais, on parle, les personnes les personnes censées, c'est l'État parce que c'est l'État qui gère. Voilà. C'est l'État qui gère, mais n'empêche que nous puissions aussi, nous Congolais, prendre conscience et puis essayer de développer cet aspect-là. Là, je vois le travail des ONG, des associations qui peuvent se regrouper aussi pour que nous puissions prêter main forte à notre population. Et c'est là aussi, quand j'ai parlé qu'il faudrait aussi essayer un peu de stimuler ces secteurs-là. Aujourd'hui, ici, on peut parler des associations, ici, on a des associations qui peuvent avoir un peu des subventions qui peuvent leur stimuler à faire mieux. Ils peuvent faire ça. On a des hectares ici qui chôment comme ça. Si on pourrait mettre des subventions pour que nous puissions travailler pour l'agriculture, ça pourrait être bénéfique pour la population. De même pour le pêche, l'élevage, mettre ça au profit de la population. Au lieu de chaque jour de mettre là, il faut parler mine, il faut parler des choses qui sont... Il n'y a que de codes miniers. Quand est-ce qu'on fera... Quand est-ce qu'on entendra parler de codes pour le ventre, les codes, ce qu'on veut, l'essentiel, ce qu'on veut, c'est ça. Alors, c'est ça la base du développement. Lorsqu'on a encore faim, c'est difficile pour nous de réfléchir à autre chose. Ouais. Donc, si le matin, là, vous vous réveillez, il faut d'abord commencer par penser le pain. C'est difficile, vous pouvez penser comment est-ce que je pourrais créer ce micro, comment est-ce que je peux créer quelque chose de nouveau pour qu'il y ait développement, parce que vous êtes toujours tout autour de chercher à quoi manger. Donc, lorsque nous allons résoudre le problème du ventre, ce sera le point de départ pour notre développement. Voilà. On va essayer de parler, on va parler de l'éducation, l'OREL. Compare un diplôme de l'avant l'indépendance et compare... Et ils avaient les diplômes? C'était des certificats et tout, hein? C'était jusqu'en deuxième, je crois. Voilà, compare un certificat de avant l'indépendance et compare avec un diplôme d'après l'indépendance. L'OREL, qu'est-ce que tu dirais? Voilà, il y a à boire et à manger parce que là, vous pouvez voir qu'il y avait des parents qui faisaient 6 ans, 4, 6 ans à l'école, mais qui parlent un très bon français, qui écrivent très bien. Et aujourd'hui, il faut voir que nous faisons des 18 ans à l'école, mais il faut voir au sortir de l'université qu'est-ce qui se passe. Là aussi, je parle de la responsabilité, de la responsabilité de l'intellectuel congolais parce qu'il y a eu le résultat que nous avions eu avant l'indépendance, ou bien presque après l'indépendance, en France 65, 70. Là, il y avait encore ce système belge qui continuait. C'est différent d'aujourd'hui. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est les résultats de la gestion. De ceux qui nous ont de la gestion. Donc, ce n'est pas passé automatiquement. De même, lorsqu'aujourd'hui on voit des koulounes à la rue, on se dit peut-être que c'est un phénomène qui vient de naître. Donc il y a eu un moment où on mettait au monde, mais ces enfants ne partaient pas à l'école, mais on ne tenait pas compte de cela. Et que ces enfants devraient grandir, et aujourd'hui on voit ces résultats. Mais ces enfants-là proviennent de la maison, c'est-à-dire ils ont leurs parents, et aujourd'hui ils sortent de la maison pour devenir koulouna. Mais si on ne fait pas attention, demain, là, ce sont ces koulounas qui deviendront parents. Donc, ces enfants-là ne provoqueront pas de... On pourrait dire que l'éducation aura déjà un problème. Un problème sérieux. Et on risque de dire que non, puisqu'il y avait une forte formation dans l'éducation hier, et aujourd'hui, on sent une baisse, et que si on n'arrive pas à bien le faire, à bien se rattraper aussi vite possible, donc l'éducation va disparaître aux jours à venir. On n'aura pas l'homme averti, on n'aura pas un homme congolais averti. C'est ça le danger ou comment? C'est ce qu'on dit, il faut investir à la jeunesse d'aujourd'hui. Et les résultats que nous voulons atteindre, ce n'est pas aujourd'hui que nous l'aurons. Peut-être que ce que nous sommes en train de vivre maintenant là, il faudrait arrêter l'hémorragie. Chercher à trouver des solutions conjoncturelles, comment répondre à ce qui se pose aujourd'hui. Mais si nous voulons un avenir meilleur, il faut investir à la jeunesse d'aujourd'hui pour que demain, ça puisse être mieux qu'aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, comme on dit souvent que nous sommes une génération sacrifiée, je ne partage pas totalement, mais au moins nous subissons ce sort-là. Oui. Donc aujourd'hui, si nous voulons avoir
un Congo plus meilleur, pour voir un Congo peut-être 100 ans après l'indépendance, comment est-ce que ça pourrait être. Il faudrait investir aujourd'hui en arrêtant cette hémorragie des mots qui prend vent aujourd'hui pour que nous puissions demain un Congo plus meilleur qu'aujourd'hui. Comme un ami qui m'avait dit autrefois, Paul, non, ah oui, Paul, au moins, il va 50, il va perdre l'habit à Kala. Il va 80, 90 ans, 100 habits à l'élo. Alors là, parce que nous parlons de l'éducation, et c'est là aussi, et tiré de l'actualité, il y a nos enfants qui venaient à peine d'être de nouveaux diplômés d'État. On a quand même vu l'engouement, comment est-ce que cela a été dans la capitale, le pourcentage comme si c'était du vent. Vous sentez quelqu'un qui a 75%, qui a du mal à faire même une phrase en français, même une courte phrase comme ça, et donc c'est totalement très difficile. Et c'est là devenu comme une sorte de moquerie pour certains. Et nous avons le coup de regarder à la télé où on nous propose certaines images. Il y a des enfants comme ça, diplômés, qui parlent mal français et on ne sait comment signifier justement où nous sommes arrivés et on essaie de définir l'avenir de l'éducation de l'homme congolais. Mais Laurel, prenons ces problèmes de hier. On avait un système, on a parlé avec toi, nos parents bénéficiaient que d'un certificat à la fin. Ils faisaient que 6 ans d'études. Ils étaient quand même déjà avertis. Ils savaient comment parler français, comment bien écrire le français. Et ils s'est défendus. Ils travaillaient déjà dans de différents institutions publiques. Mais pourquoi aujourd'hui on peut constater ce que j'allais poser comme question. Pourquoi aujourd'hui on peut constater quelqu'un qui a fini, qui a son diplôme d'État, mais qui n'est pas à mesure de pouvoir travailler dans une entreprise? On pourrait dire non, ici pour qu'on engage, il faudrait que vous ayez un diplôme, des graduats, des licences. On essaie un peu d'élargir un parcours académique pour l'homme, pour la personne, pour qu'il puisse bénéficier justement d'une place assez consistante ou encore dans une entreprise. On peut dire on n'a plus confiance au diplôme d'État, ou on peut dire qu'à force que le temps évolue, on essaie d'élargir les choses. Parce qu'il faudrait le dire même que non. Récemment, ici, ça fait débat à la télé, presque partout, qu'on doit avoir un 7e ou un 8e. C'est quoi le problème? On n'a plus confiance à l'éducation? Premièrement, par rapport au travail, à l'emploi, il y a peu d'entreprises qui peuvent engager. Et puis, ils peuvent engager dans les normes. Donc, ou bien ça pourrait être une personne qui a une initiative, il essaie un peu de créer, et puis il faut engager des gens. Mais des entreprises où il faudrait engager dans des normes, il y en a peu. Ce qui fait que les conditions aussi pourraient devenir un peu plus difficiles parce qu'il faudrait vraiment sélectionner pour que nous puissions engager. Mais du côté aussi des personnes qui finissent et qui doivent trouver du travail, il y a aussi à boire à manger. Nous avons nous venons d'évoquer aussi les niveaux d'études des personnes qui viennent d'obtenir leur diplôme d'État. Voyez-vous une personne qui est allée à l'école normalement de première année primaire en 6e des humanités, mais qui ne sait pas parler français, qui ne sait pas écrire français, mais il veut du travail. Mais cette personne-là, même le jour où il y aura du travail, il aura du mal à se présenter. Aujourd'hui, peut-être que les gens peuvent se dire, oh, bon, il n'y a pas du travail, mais même le jour où le travail viendra, donc on aura des personnes qui n'auront pas vraiment assez de niveau pour cela. Ce sont les enseignants qui ne donnent pas bien leur cours. Est-ce qu'ils ont une part dans cette chose-là? Oui, les enseignants aussi en part. Il y a des écoles. Moi, je pense vraiment que c'est tout un système. C'est tout un système parce que même là où on octroie les documents pour construire une école, là aussi, ça pose problème. Vous imaginez qu'il y a maintenant des écoles qui sont construites dans l'enceinte même de la parcelle, une parcelle familiale. Donc, il n'y a pas une cour, donc les normes ne sont pas réunies. Et là aussi, on recrute n'importe qui parce que peut-être il faut avoir un maigre salaire pour accepter avoir ces maigres salaires-là. Donc, il faut aussi avoir un niveau, peut-être, une personne qui est expérimentée, qui a bien suivi ses études, peut-être ne pourra pas accepter. Et puis, il faut voir les frais scolaires aussi. Un parent qui veut seulement que l'enfant puisse aller à l'école, il n'a pas assez d'argent, il préfère une école un peu comme ça, même il ne tient pas compte. L'essentiel, que tu aies ton diplôme d'État, l'essentiel. Vous allez voir aussi que l'enfant part à l'école, il n'a pas fini cette année-là, mais l'année prochaine, le parent prend, elle fait
notre bulletin, et puis il fait passer l'enfant dans une autre école. Donc les écoles peut-être ne veulent plus voir des enfants doubler des classes parce qu'on paye peut-être cher. Donc, et ces personnes-là, vous allez voir qu'il y a aussi de ces personnes qui ont fini dans ces conditions-là et qui sont devenues aussi professeurs, qui sont devenus maîtres, et voilà. Avec beaucoup de lacunes, il faudra ils transmettent encore ces lacunes-là à ces nouveaux élèves qui viennent. Donc c'est un système vraiment qu'il faudrait encore revoir vraiment, et puis mettre vraiment de l'ordre, des garde-fous. S'il faudrait encore donner des formations aux professeurs, comme ce sont des vacances comme ça, que les professeurs doivent suivre des formations et puis à la fin être sanctionnés d'un certificat, d'un diplôme qui peut faire preuve que... Genre un recyclage. Oui, qui peut faire preuve aux promoteurs des écoles. Là, je parle des écoles privées, des écoles de l'État. Et c'est un peu vraiment de revoir ces côtés-là parce que c'est un bon retardement que nous sommes en train de vivre par rapport à la nation. Voilà, grave. Alors, mesdames, messieurs, pour vous qui venez de nous prendre en cours, nous parlons justement de l'avant l'indépendance et l'après l'indépendance, 58 ans. S'il faudrait les dire comme ça, quels sont les acquis? Il faudrait justement soulever aujourd'hui, voilà ce qu'on a bénéficié. Alors ici, il faudrait également aussi déplorer quels sont les points qu'on doit justement dire. Voilà, ici, ça n'a pas marché. En tout cas, on n'a rien fait depuis qu'on est indépendant. Vous êtes libre de donner votre opinion. Vous nous regardez via aussi le numéro affiché au bas de vos petits écrans. Vous pouvez nous écrire. Également, vous aimeriez aussi venir participer dans cette émission très prochainement. On aura le plaisir de vous recevoir et parler dans d'autres thématiques. Alors, via le numéro là, mesdames et messieurs, vous pouvez nous contacter. Nous disons aussi merci à tous ceux-là qui nous regardent via Internet. En tout cas, www.congomagda.net. Magda.net, vous nous regardez via Internet. En tout cas, nous sommes à Kinshasa et nous nécessitons de faire ces beaux travail pour faire plaisir à la population. Pourquoi pas aussi toucher, frapper la porte de ceux qui nous dirigent, de comprendre qu'il faudrait changer certaines choses, peut-être qui ne marchent pas ou encore qui marchent, mais à petits pas, qu'il faudrait aussi c'est un peu de mettre de la vitesse, question d'obtenir gain de cause. Alors, nous sommes avec Madame Laurel Sosongo. Je rappelle que vous êtes aussi candidate à la députation provinciale de la commune de Lingwala. En tout cas, bon, je crois bien c'est une manière de pouvoir aussi appeler toute la population de la commune de Lingwala de pouvoir porter choix sur vous, parce que je vous connais aussi personnellement par rapport à tout ce dont nous sommes en train d'argumenter justement sur ces plateaux. Alors nous parlons de cela, on a parlé de l'éducation, on a parlé de la politique, on a parlé aussi de l'économie, Laurel, mais il y en a aussi un point qu'il faudrait attaquer très fort. Pourquoi l'on peut aujourd'hui sentir une forte baisse dans ce qu'on appelle du point de vue salarial justement de fonctionnaires de l'État? Pourquoi je le dis comme ça? Parce que vous allez vous rencontrer avec un papa qui travaille à l'époque, qui va vous dire: fils, nous, pendant qu'on travaillait, en tout cas, ce n'était pas comme ça. Il y avait des bourses. Vous allez voir que vous êtes par exemple un simple personnel dans une entreprise de l'État, je le dis, mais vous êtes à mesure de prendre en charge même des familles. Pourquoi ces problèmes? Pourquoi aujourd'hui, vous allez remarquer, ce sont plus les fonctionnaires de l'État qui se plaignent, qui ne sont pas à mesure de payer le frais scolaire ou académique de leurs enfants, où on est censé faire étudier certains doivent attendre tout un peu. Pourquoi les bourses n'existent-ils plus? Pourquoi tout cela? Vous avez tout à fait raison par rapport à ceux qui ont vécu, ceux que vivaient nos parents et nous. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des problèmes très sérieux des parcelles familiales, parce que nos parents, presque eux tous sont laissés, des parcelles. Mais aujourd'hui, nous là qui venons, bien que nous avions étudié, nous avons des titres, nous travaillons, mais nous n'arrivons pas à acquérir ce que nos parents ont pu acquérir. Donc, il y a un problème très sérieux par rapport à cela. C'était d'abord un honneur d'être fonctionnaire à l'époque, voilà. Même sous d'autres cieux. Être un fonctionnaire, c'est quelque chose de très précieux, donc parce que c'est garanti. On sous-entend que
l'État doit avoir un minimum pour le respect de la personne. Donc, on calcule comment est-ce qu'un être humain, dans des conditions normales, doit vivre. Donc, quelles sont les charges qu'elle doit avoir, comment est-ce qu'elle pourrait, avec son salaire, essayer de supporter ces charges-là. Mais ce qui n'est pas le cas maintenant aujourd'hui. Là aussi, ça relève vraiment, il faut voir notre budget. Notre budget, nous sommes à combien, et par rapport à ce que nous avions comme budget, par rapport à notre pays, c'est vraiment incompatible que nous puissions avoir un salaire très décent et puis que nous puissions vivre dans des conditions normales. Mais non, là, c'est lancer un appel à nos autorités publiques, comment faire pour mettre toutes les intelligences ensemble pour que nous puissions avoir un budget consistant, pour que nous puissions répondre aux besoins de la population. Donc, c'est par rapport à cet argent-là qu'il faut avoir, toutes les dépenses doivent provenir de cela. Comment est-ce qu'il faudrait mobiliser les recettes? Il faut essayer de mobiliser les recettes, n'est pas seulement se limiter peut-être voir les mines et tout ce que nous avons aujourd'hui. Essayer, comme nous avons déjà parlé de ça ici, parler de la production, comment est-ce que nous pouvons produire de façon à ce que nous puissions répondre aux besoins de la population. Sinon, on pourrait bien parler, on pourrait avoir des beaux discours, mais si on n'arrive pas à accroître notre budget, ça serait vraiment difficile pour que nous puissions compenser les besoins de la population. Voilà, parce qu'il faut dire, c'est chaque année qu'on a de diplômés, des licenciés, de gradués. C'est comme ça le système éducationnel ici en RDCA. On a des diplômés, on a d'abord les diplômés, les gradués, les licenciés. Laurel, pourquoi la France a-t-elle réfléchi faire simplement une éducation nationale? Et chez nous, il y a une telle divergence de part, on voit compte l'enseignement supérieur universitaire, l'enseignement supérieur primaire, quelque chose comme ça. Et pourquoi avoir diversifié un peu les choses? Est-ce que cela est d'une bonne cause? Pourquoi? Comment je peux arriver à apprécier ces genres de systèmes? On étudie beaucoup, on prend beaucoup d'années pour avoir des diplômes, mais à la finalité, on ne résout pas le problème de la société. Vous allez voir une personne qui est ici et qui était allée en Europe, il rêvait avec plusieurs diplômes à la fois. Ouais. Il est docteur 1, elle a fait ceci, il a fait pendant ceci. Un court temps. Alors qu'ici, on a beaucoup étudié pour avoir peut-être un seul diplôme. Et peut-être vous ne pouvez pas arriver à ce diplôme-là, vous avez perdu beaucoup de temps, alors que vous pouvez vous focaliser sur quelque chose et puis essayer d'être utile dans la société. Voilà. Là aussi, c'est un appel à nos autorités d'essayer un peu. Quand je parle des autorités, il y a des autorités politiques, il y a aussi des autorités administratives. Là, je vois plus des secrétariats généraux qui sont là parce qu'eux restent, les politiciens viennent et puis partent. Mais s'il faut avoir des programmes, comme j'ai parlé des projections, on veut améliorer peut-être dans des secteurs, il y a certains urbanisme, habitat, agriculture, pêche, des ministères. Si on peut avoir des projets, comment est-ce que nous pouvons rentabiliser cela en essayant de former des personnes compétentes qu'on pourra appeler des experts dans certains domaines. Vous faites des formations, mais vous êtes directement utile à la société. Par rapport à votre formation, on vous localise et on a besoin vraiment des main-d'œuvre par rapport à ces différents domaines. Lorsqu'on parle ici de l'agriculture, de l'élevage, quand on parle de l'urbanisme, de l'habitat, il ne faut pas seulement attendre ces 5 ans de l'université pour venir. On peut prendre peut-être 6 mois, une année de formation et la personne devient expert en ces domaines-là. Il se lance directement sur le terrain et puis on voit des bénéfices directs par rapport à la société. Voilà, Laurel, on va finir par ici. Vous allez nous parler de vous, justement, pendant quelques secondes. Laurel, je suis présidente de l'Espoir de la jeunesse féminine. Je suis licenciée en économie. J'ai créé aussi une dynamique Espoir. Là, on réfléchit sur divers thèmes de la société. Là, nous nous sommes dit que par rapport à... Là aussi, c'est un appel. Par rapport à ce qui se passe aussi dans notre pays, on dénonce plus, mais on réfléchit peu pour avoir des solutions. Et c'est là que nous avons créé cette dynamique. Là, on s'est réunis avec les jeunes pour réfléchir sur différents thèmes qui se passent dans la société pour retrouver des solutions. Je suis candidate à la députation provinciale dans la commune de Lingouala. Je lance cet appel-là je demande à la population de Lingouala, des mamans, des jeunes, des papas, des vieux, celles qui me connaissent et ne me connaissent pas. Je veux vraiment
essayer un peu, avec les connaissances que j'ai, essayer de participer à la gestion de la chose publique. Mais au moins pour y arriver, il faudrait qu'ils puissent me faire confiance en me disant, je sais que ce n'est pas encore la période des candidatures, voilà. Mais au moins avec ceux-là qui... Non, c'est la période des candidatures déjà. Pas voilà. de la campagne. Voilà. Candidature, j'ai déjà laissé, là, c'est pas un problème. C'est pas le temps de la campagne, mais au moins à tous les jeunes, vraiment un encouragement pour que nous puissions nous lever. Aujourd'hui, on dit que nous sommes une génération sacrifiée, rien de bon pourrait provenir de nous, mais si au moins nous pouvons nous dire, nous, élites, nous qui avons compris comment est-ce que nous allons faire pour essayer un peu d'arrêter cette hémorragie pour améliorer notre condition. Donc à l'élite congolaise, essayer de nous prendre en charge, essayer de chercher des solutions là où il y a des problèmes au lieu de dénoncer et de rester à ne rien faire. Voilà, merci beaucoup Laurel. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Espoir de la jeunesse féminine EJF en sigle. Vous êtes aussi candidate comme ça pour la commune de Lingwala. On a parlé avec vous de l'avant l'indépendance et l'après l'indépendance par rapport aux acquis, ainsi que ces différents points qu'on devait déplorer. Et je pense que l'opinion a quand même compris. Mesdames, Messieurs, c'était un grand plaisir pour nous de pouvoir vous présenter cette émission. Alors, vous aimerez aussi participer, c'est sans problème. Contactez-nous au numéro affiché au bas de vos petits écrans, sans problème. Et on pourrait vous recevoir parler des différentes thématiques. C'est par ici que nous bouclons la boucle. On se retrouve déjà très prochainement, bon suite de programme, sur nos antennes. Faut